Donc, je m'appelle Gilles Raveau, je suis maître de conférence en économie à l'Institut d'études européennes de l'Université Paris 8, donc c'est une université qui se situe à Saint-Denis, et où j'ai la chance d'enseigner à des étudiants qui sont là pour étudier l'Europe. Et par ailleurs, je suis aussi membre de l'Association française d'économie politique. On essaye de défendre le pluralisme au sein de la profession des économistes universitaires et des chercheurs en France. Et je travaille aussi avec le magazine Alternative économique qui, là aussi, essaye de défendre une forme de pluralisme dans la presse économique, pour pas qu'il y ait que de la presse économique libérale. Et accessoirement, effectivement, je suis l'auteur d'un livre qui s'intitule « La dispute des économistes », qui a été publié en 2013 aux éditions Le Bordelot, dans une superbe collection à laquelle j'ai la chance d'appartenir, qui est la collection Troisième Culture, dirigée par Guy Dreux. En un mot, la vraie définition de l'économie, c'est la politique. C'est le grand secret des économistes. C'est ce qu'ils ne veulent pas qu'on sache. Ils ne veulent pas qu'on sache que l'économie, c'est avant tout de la politique. Et donc on peut définir l'économie comme les différentes façons qu'il y a de produire de la richesse et de répartir cette richesse. Les deux grandes questions de l'économie, c'est qu'est-ce qu'on produit et comment est-ce qu'on le repartit. C'est-à-dire, on peut reprendre les mots de Bernard Maris, c'est-à-dire que l'économie, c'est un gâteau. On découpe des parts de gâteau et la question, c'est de savoir qui tient le couteau. Et qui va avoir une petite part, et qui va avoir une grande part, et qui va rien avoir du tout. Et dans mon livre, ce que je défends, c'est l'idée très banale qu'il y a des points de vue différents au sein des économistes sur les réponses à apporter à ces questions. Et je pense qu'il y a beaucoup de points de vue, mais qu'il y a 4 grands points de vue qui structurent la discussion entre économistes, et que si on les connaît, je pense qu'on comprend, disons, 80% ou 90% des débats d'aujourd'hui, et que de toute façon, c'est qu'une introduction à l'économie, après, ça incite à aller plus loin. Voilà. Donc ces 4 grandes traditions, c'est la tradition libérale d'Adam Smith, le marché, de montrer que les économies fonctionnent autour de ces choses très particulières que sont des marchés, avec une offre, une demande qui se rencontrent, avec des prix qui fluctuent. La deuxième tradition, qui n'est pas venue juste après, mais qui suit logiquement dans mon livre, c'est la tradition de Keynes, des keynésiens, donc une tradition qui a émergé à la première partie du XXe siècle, et qui montre que l'économie, ce n'est pas seulement un marché, c'est que c'est aussi un circuit, qu'il faut que l'argent circule, et que si l'argent ne circule pas suffisamment bien, on a des crises, on a des récessions, on a du chômage comme aujourd'hui. La troisième tradition, c'est celle de Marx. Alors Marx, il est venu bien avant Keynes, évidemment, historiquement, mais on peut considérer que Marx, c'est faire un pas de plus que Keynes, c'est de dire, non seulement il y a des marchés comme le dit Smith, non seulement l'économie c'est un circuit comme le dit Keynes, mais en plus, dans l'économie, il y a des rapports de pouvoir, il y a des gens qui décident et il y a des gens qui subissent. Et aujourd'hui, par exemple, les gens qui décident, c'est la finance, et les gens qui subissent, c'est les ouvriers dans les usines qui sont délocalisées. Et enfin, il y a une quatrième tradition qui reprend les 3 éléments précédents, mais pour leur substituer une toute autre logique, qui est de dire, on a pris les choses jusqu'ici par le mauvais bout, il faut arrêter de partir du marché pour ensuite rajouter des choses, il faut au contraire partir de la nature, partir de la société, et enfin seulement arriver à l'économie. Donc se rappeler que d'abord nous vivons dans un environnement naturel, que nous sommes en train de détruire gaiement chaque jour, comme nous le savons, que d'abord nous sommes des sociétés, des communautés, des groupements d'humains, et qu'au sein de ces groupements, il y a quelque chose qui existe, qui est l'économie. Mais l'idée, et donc ça c'est l'idée de Karl Polanyi, qui est un penseur hongrois du XXe siècle, de dire il faut remettre absolument l'économie dans son environnement social et humain. Alors la philosophie de Smith, bon, c'est très... en fait, Smith, c'est très compliqué parce que Smith, c'est un humaniste, c'est un progressiste, c'est quelqu'un qui croit au progrès humain, qui cherche à faire en sorte que les conditions de vie s'améliorent, et qui malheureusement, de mon point de vue, a été récupéré d'une façon caricaturale, où aujourd'hui on le fait comme si ça avait été un apôtre du tout marché. Alors que, juste pour donner ce seul exemple, Smith, en fait, nous parle de la lutte des classes. Dans des termes très virulents, il nous dit il y a une opposition irréductible entre les intérêts des travailleurs et les intérêts des patrons. Les travailleurs veulent des salaires élevés, les patrons veulent baisser les salaires, donc il y a un conflit d'intérêts. Et dans ce conflit, nous dit Smith, les patrons ont toujours l'avantage
Parce qu'à l'époque où il écrit, qui est le XVIIIe siècle, les syndicats sont tout simplement interdits, n'existent pas encore, donc évidemment les salariés ne peuvent pas se défendre de façon collective. Tandis, nous dit-il, que les employeurs, eux, sont dans des coalitions de fait, c'est-à-dire que les patrons sont toujours d'accord entre eux pour ne pas augmenter les salaires, ou même les baisser s'ils le peuvent. Et donc il nous dit, les patrons ont avec eux la force de la loi, ils ont face à eux des salariés qui ne peuvent pas s'organiser, et donc non seulement il y a un rapport de force, nous dit Smith, entre patrons et employés, mais en plus, ce rapport de force est à l'avantage des patrons. Donc si on disait tout ça sans dire quel est l'auteur qui a écrit tout ça, tout le monde penserait à Marx. Eh bien non, c'est Smith. Donc Smith, c'est un penseur du conflit social, mais la raison pour laquelle il est resté dans l'histoire des idées, c'est que ça a été l'un des premiers à formaliser l'idée que l'échange est bénéfique et que plus un pays va échanger avec un grand nombre d'autres pays, plus les marchés vont être étendus, plus la division du travail va être forte, plus la productivité va être forte, et donc plus le niveau de vie va être élevé. Et Smith a des phrases effectivement assez définitives sur les gains à attendre de l'échange. Et donc la pensée de Smith est reprise aujourd'hui par tous ceux qui pensent qu'il faut ouvrir les frontières, favoriser le libre-échange, ou aussi mettre en concurrence les services publics, c'est-à-dire développer toutes les formes d'échange et réduire la place de l'État. Donc c'est une lecture de Smith qui est limitée, qui est partielle, mais c'est pour ça qu'il est resté dans l'histoire des idées essentiellement, c'est cette défense du marché. Alors l'idée du marché héritée de Smith, cette idée que plus on échange, plus les échanges sont libres, plus tout le monde est riche, a largement accompagné la révolution industrielle, le XIXe siècle, et plus encore le formidable accroissement des richesses qui a lieu au début du XXe siècle, jusqu'à la catastrophe de la crise de 1929. Donc crise qui est causée par crise qui est très semblable à la crise actuelle, qui est causée par une augmentation très forte des inégalités, par une spéculation boursière, par un système économique déséquilibré, qui va s'effondrer. Et là, Keynes va nous dire, et malheureusement c'est l'expérience dramatique historique du XXe siècle, Keynes va nous dire, attention, le marché peut détruire la démocratie. Keynes va nous dire, il n'y a pas de compatibilité simple et naturelle entre le marché et la démocratie, au contraire, ils peuvent aller l'un contre l'autre, et donc, dans certains cas, la solution se trouve en dehors du marché. Donc dans certains cas, il faut notamment que l'État intervienne par des programmes de grands travaux tels que ceux qu'a mis en place Roosevelt aux États-Unis avec le New Deal, pour donner du travail aux gens, pour donner des contrats aux entreprises, pour permettre aux entreprises d'embaucher, aux chômeurs de travailler, aux gens d'avoir des revenus pour consommer, et donc pour faire relancer la machine économique. Et Keynes nous dit, attention, si on laisse le marché à lui-même, tout ce qu'on aura, c'est une spirale vers le fond sans fin, où les entreprises sont en difficulté, donc elles baissent les salaires. Comme elles baissent les salaires, les revenus de la population diminuent. Comme les revenus de la population diminuent, les gens consomment moins. La demande est plus faible, les entreprises n'arrivent plus à vendre leurs produits, donc elles licencient encore plus, etc. Et Keynes nous dit, voilà, là, il n'y a aucune solution au sein du marché au problème central qu'est le chômage. La solution au chômage, c'est l'État qui va l'apporter. Bon, alors Marx, évidemment, c'est un penseur immense, hein, c'est sans doute le penseur le plus complexe de tous les quatre que j'ai étudiés. Marx, c'est à la fois un philosophe, il a même produit une œuvre littéraire, c'est un sociologue, c'est un économiste. Moi, l'idée principale et très très simple que je retiens chez Marx, c'est l'idée des rapports de pouvoir. C'est-à-dire que chez Keynes, on commence à s'intéresser aux institutions, c'est-à-dire qu'au fait qu'il y a le marché, mais qu'il y a aussi l'État, par exemple. L'État que les libéraux ne savent en général pas analyser. Pour eux, l'État, c'est une espèce d'anomalie, c'est quelque chose qui vient après, qu'ils n'arrivent pas à analyser en tant que tel. Donc avec Keynes, au moins, on commence à avoir une pensée de l'État. Mais la pensée des institutions est beaucoup plus forte chez Marx, parce que pour Marx, il n'y a pas de rapport individuel. C'est-à-dire que tous les rapports dans l'économie moderne sont des rapports sociaux, sont des rapports collectifs. C'est évident des rapports de travail, mais c'est aussi évident la part de l'État. Et l'État, par exemple, pour les marxistes, l'État n'est pas au service comme ça de l'intérêt général, l'État va servir les intérêts d'une classe. Donc un exemple contemporain qu'on peut donner, c'est par exemple dans le pacte de responsabilité actuel, on diminue les coûts pour les entreprises avec des baisses de cotisations sociales, sans demander de contrepartie aux entreprises. Ben ça, on peut dire que c'est une politique de classe, puisque
l'État va servir une certaine classe sociale qui est celle des entreprises, l'État est à leur service, et il n'est pas au service, par exemple, des travailleurs. Donc, chez Marx, il y a cette attention au fait que les institutions servent certaines personnes plutôt que d'autres. Et très concrètement, il y a aussi chez Marx cette, évidemment, analyse fondamentale de la dynamique du capitalisme pour laquelle il est resté célèbre, qui est l'idée que le cœur du profit, c'est l'exploitation. Et l'exploitation, c'est simplement le fait que vous travaillez, mais ce qu'on vous donne comme salaire ne correspond pas à toute la richesse que vous avez créée. Il y a une part de la richesse que vous avez créée qui reste dans l'entreprise. Et donc la différence entre ce que vous avez créé et ce que vous recevez en salaire, c'est le profit, enfin c'est ce que Marx appelle la plus-value, et cette plus-value, c'est la motivation première du capitaliste, c'est le moteur du capitalisme, cette accumulation de richesse qui est prise sur le dos des travailleurs dans la logique marxiste, et qui ensuite va permettre ce que Marx appelle l'accumulation du capital, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut prendre la conscience que la croissance économique est quelque chose d'extrêmement récent dans l'histoire humaine, que c'est une histoire de 2 siècles à peu près, et que ce qui est fascinant dans le capitalisme, et ce qui est complètement fou et mortifère aussi, c'est cette idée que chaque année, il doit y avoir plus de choses que l'année d'avant, on doit accumuler, donc on doit construire toujours des nouvelles usines, des routes, des aéroports, qu'il doit y avoir une accumulation de capital en permanence, dont on voit les limites écologiques aujourd'hui, et cette accumulation de capital, pour Marx, en fait, elle est financée par le travail non payé, elle est financée par l'exploitation. Et donc ce que nous dit Marx, c'est que le capitalisme, c'est un système injuste, parce que les gens sont exploités, que c'est un système instable, parce que régulièrement le capitalisme va connaître des crises, parce que comme les gens sont trop mal payés, on n'arrive pas à vendre les produits, et donc régulièrement il y a des crises du capitalisme. Et ce que nous dit Marx aussi, je trouve qu'il y a une idée très, très jolie et plus subtile que les deux autres finalement, c'est que le capitalisme est un système inefficace, c'est-à-dire que ce système économique qui revendique en permanence son efficacité est en fait très mauvais, puisque d'un côté on a des entreprises comme aujourd'hui qui n'arrivent pas à vendre, et de l'autre côté on a des gens qui veulent travailler et qui n'arrivent pas à travailler. Donc c'est inefficace, troisièmement on pourrait ajouter, et il y a plein d'entreprises qui vendent plein de trucs complètement inutiles. Donc on peut dire que c'est très inefficace, c'est-à-dire qu'il y a les biens de base, les besoins de base qui ne sont pas couverts, on a des gens au chômage, on a des entreprises qui n'arrivent pas à fonctionner, et d'autres qui fonctionnent dans des trucs complètement absurdes. Donc on voit bien qu'on ne fait pas une bonne utilisation des ressources naturelles limitées dont nous disposons. Donc le capitalisme n'est pas un bon système économique, même du strict point de vue économique. Alors Polanyi, donc la façon, encore une fois, dont j'ai procédé, c'est que j'ai voulu aller du plus marché au moins marché. Donc c'est pour ça que je n'ai pas présenté les auteurs dans leur ordre chronologique. C'est pour ça qu'on a vu donc d'abord le marché avec Smith, l'échange. Ensuite, Keynes qui nous dit oui, mais l'échange, ça peut conduire au chômage. Ensuite, Marx qui nous dit oui, mais l'État, il n'est pas forcément là pour servir l'intérêt général, et une critique plus générale du capitalisme. Et ces trois premiers auteurs restent dans une logique économique traditionnelle où, pour les trois, la croissance économique, c'est la solution. Et avec Polanyi, on bascule dans une autre dimension complètement, c'est que Polanyi nous dit la croissance économique, c'est le problème. Et donc, je pense aujourd'hui, j'aurais pas forcément dit ça il y a 20 ou 30 ans si j'avais été là, mais pour moi aujourd'hui, c'est l'auteur le plus intéressant, c'est Polanyi, parce qu'effectivement, aujourd'hui, la question écologique est la première. C'est-à-dire que même si on se préoccupe, comme c'est mon cas, avant tout des questions sociales, aujourd'hui, la question écologique est plus forte que les questions sociales, parce que si on ne se dépêche pas de mettre en place une transition écologique, on va avoir une catastrophe écologique qui, comme toujours, frappera avant tout les personnes aux revenus les plus modestes, les personnes qui n'ont pas pu dégager les ressources ou les garanties dont disposent d'autres personnes. Et donc Polanyi nous dit, la croissance c'est le problème, il faut remettre l'économie à sa place, et donc il faut limiter les échanges, c'est tous les processus de relocalisation par exemple, et surtout il faut favoriser d'autres logiques dans la société que celle de l'échange. Et Polanyi en propose deux en particulier. La première logique, c'est la réciprocité. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler le don contre don, tel que ça se passe par exemple dans les familles, c'est-à-dire, je fais la vaisselle, toi demain tu fais du repassage, et puis ensuite il y a quelqu'un qui va faire les courses, etc. Et on ne tient pas une comptabilité exacte de qui fait quoi, mais il y a des formes de réciprocité comme ça, qui font que les choses se font. Le deuxième principe mis en avant par Polanyi, c'est celui de la redistribution. Donc la redistribution, donc là aussi on peut reprendre l'exemple de la famille. Par exemple, on imagine une mère de famille qui va disposer de son salaire et qui ensuite va l'utiliser d'une façon ou d'une autre pour ses différents enfants. Donc c'est une personne qui va mettre en œuvre une politique de redistribution. On peut penser aussi au capitaine d'une équipe qui répartit les primes après le match. On peut penser à l'État, évidemment, qui mène une politique de redistribution sociale. Donc
Polanyi nous dit, voilà, il n'y a pas que l'échange, il y a aussi la réciprocité et il y a aussi la redistribution. Et dans la logique de Polanyi, il y a aussi une transformation qualitative de l'économie. Et donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de scénarios qui montrent que si on mettait en place une transition écologique dans le transport, dans le logement, dans les modes des types d'énergie qui sont utilisés dans notre économie, on aurait de bonnes chances de créer des emplois, de créer plus d'emplois qu'on en supprimerait, et on créerait des emplois en général plus intéressants ou de meilleure qualité. Et donc on détruirait des emplois industriels dans l'automobile, par exemple, pour créer des emplois de conducteurs de tramway. Pour Polanyi, ce qui est important, c'est de faire reculer en fait, le règne de la marchandise. C'est-à-dire que Polanyi, ce que je trouve très intéressant chez Polanyi, c'est qu'il amène une dimension substantielle à l'économie. Il s'intéresse à la matérialité des choses. Et donc, par exemple, Polanyi nous dit que le marché de la terre, ça ne peut pas exister. Il ne devrait pas y avoir une propriété foncière, on ne devrait pas y avoir comme ça un marché du logement, puisque effectivement, personne n'a créé la terre. La terre ne peut pas être appropriée de façon privée, puisqu'elle est forcément collective de par sa nature même. Et donc je trouve que c'est intéressant cette idée que les choses ne sont pas comme ça abstraites, formelles, qu'elles ne peuvent pas s'échanger sur un marché, comme les titres financiers aujourd'hui qui sont complètement dématérialisés. Et Polanyi nous dit notamment, l'homme aussi, l'être humain, il ne peut pas y avoir un marché du travail. L'homme n'est pas une marchandise. Et donc il y a un certain nombre de droits, il faut préserver la dignité des hommes. Et donc on ne peut pas comme ça mettre des gens au chômage, les jeter en leur disant, bon c'est pas grave, tu auras des allocations chômage, c'est pas grave si tu perds ton emploi, etc. Donc avec Polanyi, il y a cette attention à ce que sont les ressources dont on dispose, les ressources humaines, les ressources naturelles, les ressources matérielles, et au fait qu'on ne peut pas les considérer de façon abstraite comme des marchandises qui s'échangeraient comme ça d'un clic d'ordinateur. Pour moi, ce qui est le bon schéma économique, une fois qu'on a fait ce parcours, c'est de reprendre les choses à l'envers. C'est de dire, il faut partir de Polanyi, donc ce qu'on vient de dire, il faut partir de la terre, des hommes, de la nature, de la société. Ensuite, on regarde les institutions. Donc là, on reprend les acquis de Marx, c'est-à-dire qu'on regarde le fait qu'il y a des familles, qu'il y a des petites entreprises, des grandes entreprises, qu'il y a des pays riches, qu'il y a des pays pauvres, qu'il y a l'État, qu'il y a la bourse. On regarde les institutions. Ensuite, on regarde Keynes, mais tout ça s'ajoute. Ensuite, on regarde Keynes sur le fait qu'on est dans une économie monétaire avec de l'argent qui circule, et on regarde si cet argent circule ou circule pas bien, est-ce qu'il va au bon endroit, est-ce que les banques prêtent de l'argent ou pas, à quel prix, est-ce que cet argent permet de financer par exemple des exploitations agricoles durables, biologiques, ou au contraire de la spéculation immobilière de bureaux vides à la Défense ou je ne sais pas où. Et enfin, on intègre le marché avec Smith. Et donc, dans ma représentation de l'économie, le marché occupe en fait la dernière place, c'est-à-dire que le marché est absolument essentiel à comprendre, mais on ne peut le comprendre qu'une fois qu'on l'a replacé dans un encadrement institutionnel, humain et naturel. Et ce qui se passe aujourd'hui, le drame intellectuel de notre époque, c'est que c'est exactement l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que tout est subordonné à l'idée de marché. C'est-à-dire que le marché est censé tout couvrir, donc du marché des fruits et légumes du samedi matin, au marché du travail, au marché foncier, au marché maintenant des anciens services publics qui ont tous été plus ou moins privatisés ou libéralisés, jusqu'à la mondialisation, jusqu'à l'Union européenne, etc. Il n'y a que du marché. Il n'y aurait que du marché partout. Et le marché serait... Il suffirait de connaître l'offre et la demande, il suffirait de comprendre ce que c'est qu'un marché pour tout comprendre. Et donc ça, c'est le cadre intellectuel des plus grandes institutions aujourd'hui, des meilleures universités dans le monde. C'est le cadre intellectuel des gouvernements des pays riches. Et c'est comme ça que sont gouvernés nos pays. Et donc ensuite, on le voit effectivement, malheureusement, d'une façon absolument caricaturale avec le gouvernement actuel en France, il s'agit en fait de soumettre les gens au marché tout en préservant plus ou moins certaines protections sociales auxquelles les gens sont habitués, parce que ça serait trop brutal de leur dire du jour au lendemain, bon ben, maintenant c'est fini, on a fait la construction européenne, on a fait le libre-échange à l'échelle de l'Europe, tout le monde doit s'adapter, accepter que votre salaire baisse jusqu'au niveau polonais ou chinois, ou etc., etc. Donc c'est un drame intellectuel, c'est un drame politique, humain, social, tout ce qu'on veut. C'est cette idée qu'on serait dans une économie de pur marché, alors que c'est absolument faux, c'est une imposture intellectuelle. Mais c'est une imposture intellectuelle extrêmement efficace, parce qu'une fois qu'on a commencé à raisonner comme ça, et je suis bien placé pour le savoir en tant qu'enseignant qui
qui peut faire ça tous les jours. Quand on commence à raisonner en termes de marché, après on n'arrive plus à s'en sortir. Et effectivement, le marché est une représentation tellement simple et simpliste de la réalité que pour n'importe quelle question économique, on peut l'analyser en termes de marché et trouver une solution néolibérale. À tous les coups, ça marche. C'est-à-dire que ça marche si on oublie l'essentiel. Si on oublie les aspects humains, les aspects même économiques, d'efficacité économique, si on oublie évidemment les aspects environnementaux, si on oublie tout, à ce moment-là, effectivement, le marché, ça marche tout le temps. Oui, et on voit bien, ce qui est très impressionnant et tout à fait désespérant aujourd'hui, c'est qu'on voit bien que la réalité ne joue plus aucun rôle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la politique que devrait mener le gouvernement Hollande, ça serait une politique résolue de transition écologique et sociale, où on ferait des investissements publics monstrueux nécessaires dans l'isolation des bâtiments, dans les transports collectifs, dans l'appel à des énergies renouvelables, etc. C'est l'orientation que le gouvernement devrait donner. Ça ne résoudrait pas tout, mais ça devrait être la base. Il ne fait pas ça. À la place de ça, il mène des politiques absurdes de compétitivité basées sur la baisse du coût du travail, des politiques absurdes de réduction des déficits, et rien ne marche. Parce que comme on accroît tellement les impôts que les gens ne peuvent plus consommer, comme les gens ne consomment pas, les entreprises n'investissent pas, l'investissement est à un niveau extrêmement bas en France aujourd'hui, donc les entreprises ne commandent pas de machines à d'autres entreprises non plus, donc personne n'achète, donc on est en récession. Comme on est en récession, les taxes ne rentrent pas, et donc le déficit public s'accroît. Donc on perd sur tous les plans, c'est-à-dire qu'on a du déficit qu'on n'arrive pas à résoudre, ou alors à des coûts extrêmement élevés. On n'a pas d'activité, donc on a du chômage, donc on a des problèmes sociaux monstrueux. Il faut rappeler que le chômage tue. Le chômage est source de mortalité accrue par toutes les maladies qu'il provoque, par une augmentation des taux de suicide. Enfin, le bilan sanitaire du chômage est absolument dramatique, tel que l'ont montré de multiples études. Et donc rien ne semble arrêter cette politique absurde, alors que rien n'empêcherait, disons du jour au lendemain, le gouvernement actuel, même dans les contraintes actuelles absurdes de l'Union européenne, rien ne l'empêcherait de mener une politique de redistribution massive en taxant les patrimoines. En France, on est dans des pays au monde où il y a le plus de milliardaires rapportés à la population. Il y a des patrimoines absolument colossaux, et ces patrimoines n'ont pas été mis à contribution, même avec la crise. Donc il y a une richesse colossale en France qu'on pourrait taxer, qu'on pourrait recycler pour créer des emplois. Rien de tout ça n'est fait, et les politiques qui échouent depuis des années continuent à échouer sans que ça les remette en cause du tout. Il y a effectivement la question de la croissance. Bon, moi, c'est une question que je connais mal, parce que quand j'étais étudiant, c'était un impensé total, c'est-à-dire que la croissance économique n'était vue que comme une chose positive, et ça serait venu à l'idée de personne de la contester, ce qui montre quand même la difficulté qu'il y a à amener des idées nouvelles, parce que les rapports sur les limites de la croissance, c'est des rapports des années 70. Moi, j'étais étudiant dans les années 90, et donc 20 ans après, ces idées-là n'avaient pas eu d'effet en fait sur les cursus, quoi. N'étaient pas rentrés dans les manuels, n'étaient pas rentrés dans les salles de classe, ou seulement de façon très marginale. Aujourd'hui, tout le monde sait que la croissance est un problème, mais je crois qu'on n'a pas encore mesuré, notamment à gauche, la dépendance intellectuelle qu'il y a de la social-démocratie d'une façon générale à la croissance du PIB comme solution au déficit et au chômage. Et je pense au contraire, mais ça demanderait évidemment du courage politique qui est assez absent actuellement, que ça serait beaucoup plus efficace pour la gauche de renoncer à la croissance, parce que ça l'obligerait à se confronter à la première question de l'économie, celle par laquelle on a commencé, qui est celle du partage des richesses. Parce que attendre de la croissance, c'est aussi une fuite en avant en se disant, bon, aujourd'hui il y a des riches et il y a des pauvres, c'est triste, mais s'il y a de la croissance demain, les pauvres seront un peu moins pauvres. Et peut-être que les riches seront encore un peu plus riches, mais c'est pas grave, parce que ce qui compte, c'est que les pauvres seront un peu moins pauvres. Alors que si j'arrête de croire à ce fétiche de la croissance, si je me dis non, même de façon radicale, il n'y aura plus jamais de croissance, je reste à ce niveau-là d'activité qui est aujourd'hui, et je regarde la taille du gâteau, et je regarde en France, et je me dis, avec ce gâteau, est-ce que je peux permettre à 60 millions d'habitants de bien vivre? Et là, surprise, parce que la réponse est oui, très facilement. On a un pays extraordinairement riche, et en plus, il y a plein de raisons de penser que si la richesse était beaucoup mieux répartie, malheureusement presque, la croissance serait bien plus forte, parce qu'il n'y aurait pas tous les comportements de gaspillage, enfin bref. Donc, si la gauche acceptait la gauche social-démocrate acceptait de se confronter à cet impératif d'abandonner la croissance, elle serait confrontée par contre là à sa propre limite politique, et de dire comment ça se fait que la social-démocratie ne souhaite plus redistribuer les richesses.
Pourquoi est-ce qu'on accepte des niveaux d'inégalité aussi délirants que ceux qu'a mis en avant Piketty sans rien y faire? Pourquoi est-ce que c'est plus devenu un scandale que des gens gagnent 100 fois ou 1000 fois plus que d'autres? Et donc je pense que la croissance a notamment cet effet de cacher cette question première, fondamentale de l'économie, qui est celle du partage des richesses. Il y a un mensonge intéressant du marché, enfin il y a plein de mensonges du marché, mais il y en a un qui est assez drôle, c'est que le marché, dans la théorie, c'est la variété maximum, c'est-à-dire que chacun peut acheter ce qu'il veut, puisque le principe du marché, c'est que c'est le contraire de l'URSS. L'URSS, c'était tout le monde devait s'habiller de la même façon parce qu'il n'y avait qu'un seul modèle de disponible, alors que le marché, c'est censé être l'extrême variété. Or, ce qu'on constate dans les comportements d'achat, c'est qu'on voit que le marché mondialisé conduit à une extraordinaire uniformisation des comportements à l'échelle de la planète. Et donc ça, c'est un côté quand même tout à fait triste, c'est que le marché qui est censé permettre à chacun de s'exprimer dans sa singularité, dans son identité la plus profonde, et chacun peut s'habiller comme il veut, on constate que tout le monde porte un jean ou presque, qu'il y a des phénomènes de mimétisme très forts, mais en plus qui maintenant s'étendent à l'échelle de la planète, et quand on se balade en avion, on est surpris de voir les mêmes chaînes de magasins dans les mêmes aéroports qui vendent les mêmes produits. Et, enfin, il y a un côté impressionnant du marché et qui s'explique. C'est que le marché réel, dans le marché réel, plus vous êtes gros, plus vous êtes compétitif et plus vous pouvez vendre et gagner des parts de marché et vendre pas cher et faire des profits, etc. Donc le marché théorique, c'est toujours le marché du petit producteur le samedi matin avec chacun qui vient vendre ses 2 paniers de patates au marché et puis c'est tout ce qu'il a à vendre. Et la réalité des grandes firmes multinationales uniformisatrices comme Nike, comme McDonald's ou comme les chaînes de vêtements, ça, c'est pas du tout pris en compte dans la théorie, c'est pas du tout ce qui est enseigné aux étudiants, alors que ça, c'est la réalité. Donc il y a vraiment quand même une raison dans les multiples raisons qu'il y a à apporter des limites au marché, il y a une raison qui est tout simplement de préserver la diversité. On voit bien que la diversité est mieux préservée lorsqu'il y a des limites au marché. Et que quand le marché est sans limite, on a une uniformisation des comportements qui est quand même regrettable. Alors moi, je suis très en colère contre ce qui a été fait au niveau européen, c'est absolument dramatique. Et ce qu'on constate, c'est que les institutions européennes sont les pires ennemis de l'idée d'Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les meilleurs ennemis de l'Europe, ce sont les gens comme Angela Merkel, comme François Hollande, qui prennent des décisions soi-disant au nom de l'Europe, mais qui imposent une austérité absolument terrible à des populations qui n'ont rien demandé, au nom d'un idéal européen que forcément ils ne peuvent que faire détester. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? Bon, c'est une longue histoire, mais il y a un exemple à prendre qui est celui de l'euro. Lorsqu'on a créé l'euro, il s'est passé quelque chose d'extrêmement bizarre, c'est qu'il y a eu un double dessaisissement de la part des États. C'est que d'une part, les États des pays membres de l'euro ont renoncé à leur monnaie nationale, évidemment, mais aussi, ils ont aussi renoncé à l'euro. C'est-à-dire que l'euro, c'est un enfant qui a été abandonné à la naissance. Et on l'a confié à une nourrice très particulière, qui est la Banque Centrale Européenne. Mais c'est une super nourrice, parce que cette nourrice, elle ne reçoit d'ordre de personne. Les États ont mis dans les traités qu'on ne pourra plus modifier maintenant, puisqu'il faut être à l'unanimité pour les changer, on a mis dans les traités que la Banque Centrale Européenne prend ses décisions toute seule, et que donc l'euro n'est pas géré par les États. Ce qui veut dire par exemple que l'euro aujourd'hui est affreusement cher sur les marchés financiers, ce qui pénalise les exportations de tout un tas de pays, mais les États n'y peuvent rien, et il n'est pas du tout clair dans les traités d'ailleurs si c'est même à la Banque Centrale Européenne de s'en occuper. Le taux de change de l'euro, on ne sait pas qui doit s'en occuper, mais en tout cas ce qu'il y a de sûr, c'est que les États ne peuvent pas le faire. De la même façon, bon, c'est un petit peu technique mais c'est essentiel, c'est la Banque Centrale Européenne qui fixe le taux d'intérêt, c'est-à-dire le taux auquel les banques empruntent auprès de la Banque Centrale, et ce n'est pas les États qui le fixent non plus. Et la pire des choses qu'on a faites, c'est qu'on a interdit à la Banque Centrale Européenne d'acheter la dette des États. Et ça, cette ligne dans le traité, c'est la seule raison de la crise de la zone euro. C'est absolument la seule. Il faut quand même savoir que la zone euro est en crise, alors que le taux d'endettement est plus faible dans la zone euro qu'il n'est aux États-Unis, qu'il n'est au Japon, qu'il n'est au Royaume-Uni. Quelle est la différence? C'est que partout dans le monde, ailleurs que dans la zone euro, les banques centrales européennes, les banques centrales, lorsqu'il y en a besoin, elles achètent la dette de leurs États. La Banque centrale des États-Unis achète la dette de l'État américain. La Banque d'Angleterre achète la dette de l'État du Royaume-Uni. La Banque centrale européenne n'a pas le droit d'acheter la dette de l'État grec ou italien ou français, donc elle ne le fait pas. Et donc ça crée une panique chez les marchés financiers parce qu'ils se disent
moi, si je détiens cette dette grecque, peut-être que demain elle ne vaudra plus rien et je n'aurai personne à qui la vendre. Donc, la folie qui a été faite, ça a été de forcer les États membres des pays de la zone euro à placer leurs dettes sur les marchés financiers. Je pense qu'à l'époque, ils ne se sont juste pas rendus compte de ce qu'ils faisaient, mais aujourd'hui, ça crée une incapacité d'agir qui fait que l'Union européenne en tant qu'institution, effectivement, avec ses institutions spécifiques, avec la Commission ultralibérale, gavée de commissaires qui viennent du privé, qui retournent après, qui ont des conflits d'intérêts énormes, avec la Banque centrale européenne, qui n'est pas au service de la lutte contre le chômage, avec la Cour de justice qui est là pour appliquer les traités de façon extrêmement rigoureuse et toujours dans un sens favorable au marché, toutes ces institutions, en fait, nous éloignent de l'idée européenne, nous éloignent de la solidarité européenne. Et donc on nous dit on a fait l'Europe pour lutter contre la guerre, c'est vrai, mais sauf qu'aujourd'hui, il n'y a aucun mécanisme, ou quasiment aucun, de solidarité au niveau européen, et que donc l'Union européenne en tant qu'institution n'organise pas la solidarité européenne. Donc l'Union européenne, de mon point de vue, aujourd'hui, elle joue contre l'Europe, et c'est ça tout le drame.